Bonjour à tous. Non, nous ne sommes pas de retour en 2019 ou 2020, mais Kawhi Leonard a bien sorti un match de superstar cette nuit. Victoire des Clippers contre les Cavaliers 132-119 avec 33 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 5 paniers à 3 points en 6 tentatives de Kawhi Leonard qui a été excellent lors de cette très belle victoire de Los Angeles. C'est ça, Kawhi a été excellent, donc tu as raison, il y a un côté vintage à la performance. Le revoir comme ça, c'est pas la première fois là, ces dernières semaines qu'on le revoit faire des bons matchs. Mais là, pour le coup, contre un adversaire comme les Cavs, qui n'avaient pas perdu 2 matchs de suite depuis janvier, qui ont un bilan exceptionnel, qui n'avaient pas d'absence, je dis pas de bêtises, Mobley était revenu, Mitchell était là, Garland aussi, donc qui était au complet, qui ont en plus fait un démarrage canon dans le match, ils ont mis 45 points dans le premier quart-temps. Mais Kawhi et les autres ont bien réagi. Et même si c'est vrai qu'on peut être tenté de mettre Kawhi en avant, alors il a été déterminant, attention. Je dis pas que c'est une Il n'a pas performance. été tout seul. Voilà, il n'a pas été tout seul parce qu'il y a peut-être celui qui est l'intérieur le plus sous-coté de toute la ligue, je pense, parce qu'on n'en parle absolument jamais. Alors je l'ai mis dans un article qu'on a fait récemment sur les joueurs dont on parle pas, dont les performances passent sous les radars, hors des radars. En NBA, Ivica Zubac, encore très 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 beau match. Je temporisais en essayant de me souvenir de ses stats, 28 points, 20 rebonds. 28 points, 20 rebonds. Il y a aussi un bon match de James Harden. Maladresse, mais 22 points, 9 passes. Il y a 20 points de Bogdanovic. Il y a une équipe des Clippers qui prend forme, mine de rien. Il y a eu un petit mauvais passage, mais là, ça revient plutôt bien. Sur Kawhi Leonard, ce que j'aime bien, c'est la montée en puissance, en fait. Comme tu l'as dit, c'est pas son seul bon match de ces dernières semaines. C'est celui qui, je trouve, le plus marquant qui confirme, tu vois. Il y a eu son game winner, il y a eu des belles perfs, mais qui passent parfois un peu inaperçus, notamment parce qu'ils ont perdu aussi des matchs où il a été bon. Là, c'est vraiment le match de ah oui, on se souvient que quand même Kawhi Leonard est un gros joueur. Je vais te donner un exemple. Sur les 10 derniers matchs, je vais te donner les stats de plusieurs joueurs des Clippers sur les 10 derniers matchs. Kawhi, par exemple, il est à 25 points, 50% au tir, 39% à 3 points et plus de 6 rebonds. C'est littéralement les stats qu'il a quand il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ivica Zubac, sur la même période, attention incroyable, il est à 21 points, 12 rebonds de moyenne. Bogdanovic, il est à 14 points, 55% au tir, 52% à 3 points. Il a vraiment trouvé son adresse. Et James Harden, il est carrément à 27 points, 5 rebonds et 10 passes sur les 10 derniers matchs. On a une équipe des Clippers avec quelques joueurs qui fonctionnent très très bien. Mais cette équipe des Clippers, elle est quand même vraiment de qualité. Et ça va être un adversaire au play-in assez redoutable. Et même en fin de bracket, si les Clippers terminent par exemple 7e et jouent Houston ou Memphis, bon, Memphis semble moins bien parti pour la deuxième place, attention à Los Angeles, attention à l'upset possible. Tout à fait, 4 victoires de suite. Et toujours ce côté, on fait pas trop de bruit, donc les gens se méfient pas spécialement de nous. Les gens se disent, peut-être nous les premiers, bon bah Kawhi il va peut-être malheureusement se blesser au mauvais moment ou ils seront trop justes. Mais bon, j'aime assez ce que font les Clippers ces derniers temps. Et Zubac doit pas être très loin. Il est au niveau, t'as le classement des rebondeurs en moyenne sur la saison, parce que chaque fois que je regarde un match des Clippers, j'ai l'impression qu'il prend 15-20 rebonds. Alors il y a peut-être que c'est un peu plus irrégulier, mais Il est à 12 rebonds de moyenne, donc il doit être très 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 haut. Je vais te dire sur l'ensemble, il doit être dans les peut-être même dans les deux premiers. Il est quatrième. Quatrième. Il y a Domantas Sabonis qui en prend 13,9. 4, Karl Anthony Towns qui en prend 13. 12,8 pour Nikola Jokic et 12,6 pour Ivica Zubac qui est donc quatrième. alors qu'on ne parle absolument jamais de lui, c'est un, Et, un- un élément essentiel des Clippers depuis plusieurs saisons. Voilà, je pense qu'il faut qu'on commence à parler de lui et c'est un mec très sous-coté. et il fait sa meilleure. Tu as tout à fait raison. Il fait sa meilleure saison en carrière. D'ailleurs, il est à plus de 16 points par match, 62% au tir. Il est excellent cette saison, Ivica Zubac. Et petit mot sur Nicolas Batum, mon sorti de bon quand même, qui a joué un peu plus d'un quart d'heure, 3 points, 5 rebonds, 3 passes, toujours bien intégré dans le collectif et qui apporte son expérience et le liant qu'on lui connaît. Mais il y a une équipe des Clippers qui fonctionne très bien. Et du côté des Cavs, tu vois, je suis bien content d'avoir dit, je n'y crois pas aux 70 victoires parce qu'on voit déjà qu'il y a un peu de fatigue. Là, ils étaient au complet sur ce match. Ils mènent et en deuxième mi-temps, ça s'écroule complètement pour Cleveland. Donc, il y a sans doute un peu de fatigue qui commence à s'accumuler quand même du côté des Cavs. Très Ils, normal. sont, ils peuvent encore atteindre les 70. Il faudrait finir la saison sur un 14-0, si je ne dis pas de bêtises. Là, Ça, c'était ça, leur 12e ça, se- défaite. ça se produira pas. Je pense voilà, que ça ne se produira pas. On peut enchaîner avec une belle perf française, celle de Zachary Rizaché.
Le match avait commencé pendant la late session. Hier soir, je vous disais, Rizaché pour l'instant est à 1/4, etc. Atlanta a écrasé Charlotte. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. 134-102, pardon. Grosse deuxième mi-temps de Zaccharie Rizaché qui a fini avec 21 points, 8 rebonds, 7 sur 15 au tir, 5 sur 9 à 3 points. Il met 4-3 points en deuxième mi-temps. 21 points en 24 minutes, encore une fois, avec plus 26 de différentiel. Il y a un magnifique coup de chaud en deuxième mi-temps où il met 3 paniers à 3 points de suite, presque exactement au centimètre près, en tout cas dans mon imaginaire, au même endroit, même spot, hyper fluide, il rentre les 3 et effectivement il en met 4 en deuxième mi-temps. Il prend aussi il prend 8 rebonds, non? Oui, 21 points, 8 rebonds. Il prend 8 rebonds, voilà, bon, contre un adversaire. Tu nous avais donné le line-up avec des joueurs dont on connaissait à peine l'existence quelques minutes plus tôt. Donc à nouveau, c'est pas un adversaire de très haut niveau, mais c'est pas très important. Faut être performant quel que soit l'adversaire en NBA, et Zaccharie Rizaché, il arrive à l'être aussi. Là, sur cette deuxième partie de saison, il a quelques très beaux matchs, quel que soit l'adversaire. Puis il monte en puissance, il monte en réussite en fait en termes d'adresse. C'est intéressant de voir que les Hawks sont... Rizaché, lui, les matchs, il a joué 62 matchs, c'est 31-31. Ils ont perdu 5 matchs sans lui, ils en ont gagné que 2, donc ils sont à 2-7 sans lui. 2-5 sans lui, 2 sur 7. Il a un impact. On le dit souvent, il joue comme un vétéran. Il n'a pas assez de minutes pour prétendre vraiment au trophée de rookie de l'année, mais je pense que derrière Stephen Castle, j'aime bien cette idée de qui joue le mieux. Derrière Stephen Castle, c'est lui qui joue le mieux. Je sais, il ne sera pas deuxième dans la... J'ai l'impression qu'Alex Sarr est bien parti pour être deuxième, ou peut-être que Rizaché sera deuxième d'ailleurs. Peut-être que Rizaché sera deuxième. Ça va se jouer entre les deux Français, la deuxième et troisième place. Je pense que c'est vraiment eux deux qui seront derrière Stephen Castle. Mais Rizaché, voilà, il y a toujours évidemment un peu d'irrégularité. Mais sur très peu de minutes, quand même de plus en plus de belles performances, comprend de mieux en mieux son rôle, a un impact clair sur ce qui se passe à Atlanta. On peut aussi parler des 31 points, 8 passes au passage de Trae Young, ou les 22 points à 10 sur 12 de Dyson Daniels qui a aussi pris 7 rebonds, 7 passes. Et la mauvaise nouvelle par contre côté Charlotte, c'est blessure pour Moussa Diabaté. Ouais, malheureusement, ça a l'air assez sérieux, voire très très sérieux. Il est mal retombé. Ils ont décrit ça comme une lower leg injury, donc c'est jamais très bon. Et il s'est tenu immédiatement au niveau du haut de la jambe. Donc bon, et il a pas pu poser le pied en sortant, donc ça a pas l'air d'être une entorse de la cheville ou autre. Ça a l'air d'être assez sérieux, et donc j'espère que, évidemment, vous connaissez mon affection pour Moussa. J'espère que c'est pas trop grave, et que même si c'est une fin de saison, il sera pas trop abîmé pour pouvoir repartir comme il faut la saison suivante, quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue. Mais tu vois, je disais, j'aimerais bien voir ça en équipe de France, j'aimerais bien que Diabaté ait sa chance. S'il y a une blessure grave, malheureusement, je pense que ce sera compliqué. Yes, on espère pour lui effectivement qu'il y aura des bonnes nouvelles de ce côté-là. Les Warriors ont battu les Bucks 104-93 sans Stephen Curry, et on voit là toute l'idée d'avoir fait venir Jimmy Butler, c'est-à-dire que quand tu n'as pas Stephen Curry normalement à Golden State, c'est très compliqué. On pourra d'ailleurs parler aussi des moments où, quand Stephen Curry est là, mais qui se repose sur le banc, tout l'impact de Butler sur cette seconde unité avec lui. Et bien là, Jimmy Butler, il a enfilé son costume de superstar. 24 points, 8 rebonds, 10 passes, victoire de Golden State. Ouais, il a été excellent. Curry avait besoin d'un break physique et mental, hein, c'est les mots que Steve Kerr a utilisés. Et il s'est tout à fait comporté comme le patron de l'équipe, comme s'il était là depuis 10 ans, en étant efficace contre, en plus, un plutôt bon adversaire à la base, même si j'ai trouvé les Bucks assez décevants sur ce match. Il y a eu l'apport, il s'est comporté comme un leader dans le sens où il avait plein d'interactions avec les mecs autour. Je sais, ça peut paraître anecdotique, mais j'aime bien le voir comme ça, dans cet état d'esprit. Il parlait à Buddy Hield qui a mis 16 points, à Podziemski qui a été bon aussi, qui était dans le 5. J'ai trouvé Jimmy Butler tout simplement excellent, et ce que tu as dit est très juste. Toute l'idée était là d'avoir une deuxième star, que tout ne repose pas sur soit des jeunes, soit des joueurs qui n'ont jamais eu cette exposition, ces responsabilités offensives, ou sur Draymond Green qui est pas un joueur offensif de base. Donc c'est plus dur d'être moteur là, dans un second unit quand tu es un spécialiste défensif. Et très bonne performance des Warriors du coup, et Jimmy Butler, son bilan continue d'être assez impressionnant avec Golden State. Ouais, 15-2 sur les matchs qu'il a joués.
Il n'y a pas de mystère. Ça parle, voilà, c'est ça se passe de 15-2, ça se passe de commentaires, quoi. C'est intéressant de voir à quel point cette équipe devient même un espèce d'outsider un peu dangereux pour le titre, ou pour les finales NBA en tout cas. Tu vois, l'an dernier, les Mavericks sont mal classés. Il y a des changements à la mi-saison et cette équipe atteint son potentiel. Voilà, pour Golden State, l'équipe va pas finir loin du bilan des Mavericks de l'an dernier. Alors, il n'y a pas un Luka Doncic de 25 ans, quoi. Il y a deux stars de 36 ans et ça, 36 et 37 balais, c'est autre chose au niveau des jambes. Ils sont plus dans leur prime. Je vois pas les Warriors forcément aller en finale NBA, mais il y aura une équipe qui va être vraiment terrible à affronter. Plein de talent partout. Jonathan Kuminga est revenu. Alors, pour l'instant, Kuminga, c'est toujours un peu particulier. De toute façon, il a des périodes où d'un coup, tu te dis c'est un All-Star. Il y a des périodes où il est un peu en dessous. Là, il revient de blessure, donc il s'acclimate. Il a commencé très fort au début. Là, maintenant, il a sorti un match un peu moins bon hier soir. Mais il y a du talent partout. Il y a vraiment une rotation extrêmement profonde. Il y a une capacité à s'adapter à plein de match-ups différents, finalement. Et c'est ce qui fait Steve Kerr, d'ailleurs. Il change son line-up en fonction de l'adversaire. Un coup, c'est Quinton Post qui est dans le 5. C'était le cas la nuit dernière. Il met 14 points. Des fois, c'est Kevin Looney. Des fois, c'est Draymond Green qui va jouer pivot. Des fois, c'est Green qui va prendre la superstar adverse. Notamment, je pense au match contre le Magic au tout début où c'était Butler sur Banchero, ça marchait pas. Ils ont mis Green sur Banchero, tu vois, et Butler sur Wagner. Il y a plein d'adaptations possibles à chaque fois. On a Gary Payton qui est bon en ce moment. Il y a Buddy Hield qui met ses tirs. Enfin bref, je pourrais faire la liste, ça finit jamais, quoi. Et Moses Moody, il y a tellement de talent dans cette équipe. C'est fort quand même, Golden State. Bien sûr, et là où c'est vraiment bien que Butler soit arrivé et qu'il y ait cette dynamique-là, c'est qu'il y a d'autres équipes qui performent bien. On parlait des Clippers qui enchaînent des victoires. Ça permet aux Warriors de, pour l'instant, conforter leur 6e place qui est importante. Éviter le play-in et des matchs coup près quand tu as des vétérans dans l'équipe, c'est quand même une bonne idée en général. C'est vrai qu'il y a un trio d'équipes qui fonctionne bien entre 6 et 8. Golden State, Minnesota, Clippers, c'est quand même sur des séries très fortes. Je vois pas comment les Kings et les Mavs ou les Suns, après sur un match, tu sais jamais, mais dans la logique, aujourd'hui, les 8 équipes, les 8 premières équipes de la conférence Ouest sont les 8 meilleures équipes de la conférence Ouest. Je veux dire, tu vois, bah voilà, tu as Memphis en 5, Golden State en 6, Minnesota en 7 et les Clippers en 8. Je pense que ça sera, j'espère, les équipes qualifiées. C'est pas pour manquer de respect aux Kings ou aux Mavs ou aux Suns. Je pense que c'est finalement les équipes qui méritent le plus. Et d'ailleurs, bon, je disais les Clippers, attention à l'embuscade, mais c'est vrai que si tu joues le premier tour contre le Thunder, c'est plus compliqué. Mais ça peut être une série très intéressante, un Clippers Thunder avec Shea contre les Clippers. Il y a toujours de la narration de toute façon à trouver. Dans les séries de playoffs. Exactement. Et le dernier match de la nuit, c'est la victoire de Boston contre Brooklyn, 104-96. Kristaps Porzingis avait commencé très fort, il a mis tous les premiers paniers au début, il a fini avec 25 points, 13 rebonds, et on a eu une grosse perf du rookie Baylor Scheierman. Alors, grosse perf. Il a mis 20 points, mais il a eu le coup de chaud au moment où il fallait, le buzzer beater à la fin du 3e quart-temps, puis 3 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps. Gros match, 6 sur 7 à 3 points. Si même les rookies des Celtics, Shai, commencent à s'illustrer, comment ça va se passer? Il met 20 points en 16 minutes et il sort à 4 minutes de la fin, ovation du public. C'est un rookie qui aurait pu être un peu, pas meilleur, un peu plus exposé ailleurs. Il était très bon à Creighton à la fac. Et je dis toujours que c'est mon cousin autrichien avec son nom de famille, Scheierman. Voilà. Il a été excellent, mais ils ont aussi pris des mecs qui sont capables de s'intégrer rapidement dans l'équipe et dans la façon de faire. Là, certes, c'était contre un adversaire là aussi en roue libre et pas trop compliqué à affronter, mais ouais, 20 points, 16 minutes, 13 dans le 4e, il a pris un coup de chaud, un coup de chaud énorme. Et c'est lui qui il met son panier au buzzer, c'est à la fin du 3e, je crois, c'est ça. Et ils reprennent un point d'avance là, donc le match n'était pas du tout gagné. Il n'y avait pas Jason Tatum, il n'y avait pas Jaylen Brown. C'est le genre de performance dont ils avaient besoin. Ils sont à quoi? Ils sont à 6 victoires de Cleveland. Je pense pas qu'ils arriveront à revenir, mais peut-être qu'à la fin, avec le fait que Cleveland va peut-être commencer à tirer un peu la langue à très juste titre, peut-être qu'il y aura moins d'écart à la fin et qu'on se dira que c'était peut-être plus serré que ce qu'on pensait à un moment. Ouais, les Celtics sont à 50 victoires. C'était leur 50e victoire de la saison. C'est la 3e équipe à atteindre la barre des 50 victoires cette saison. D'ailleurs, j'avais donné une stat dans la late session que je vais redonner
Aujourd'hui, c'est quand même intriguant. Le 5 des Celtics au complet, il a joué 20 matchs, donc c'est peu. Mais ce 5 majeur, qui moi je pense sera très fort en playoff, ce 5 majeur. Pour l'instant, sur la saison régulière, c'est le line-up qui a passé le plus de minutes ensemble, donc je le redonne. Derrick White, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum et Kristaps Porzingis. Ce 5 majeur a un net rating négatif. C'est-à-dire que les Celtics perdent en moyenne 1 point sur 100 possessions, 1,6, donc c'est peu, mais ça reste négatif alors qu'on s'attend peut-être à du plus 10 sur un 5 comme ça. Les 5 des meilleures équipes, c'est généralement plus 10, tu vois, ça c'est vraiment fort. Ils sont à moins 1,6 sur 100 possessions. Il n'y a pas encore eu tous les automatismes qui ont été trouvés dans ce 5, qui sera normalement le 5 des Celtics en playoff. Mais je suis prêt à parier que le net rating de ce 5 en playoff sera largement positif. Ouais, là c'est une anomalie de saison régulière qui est très spécifique aux Celtics. Je pense que ils tremblent devant personne avec ce 5 justement. C'est leur grande force. Je suis assez d'accord avec toi. On a fait le tour des matchs NBA. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, sauf si Shai, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, allez sur la chaîne, Voilà. vous pouvez regarder à nouveau, je répète, les derniers podcasts. Celui de lundi sur les Celtics avec Marvin et son voyage incroyable. Il y a une preview du tournoi NCAA féminin qu'on a faite avec Ghislain qui est en ligne déjà. Et il y aura une preview un peu plus tard dans la journée sur le tournoi des garçons NCAA, parce que là ça commence cette semaine. Donc ne manquez pas ça, hein. Le replay de la Late Session, si vous l'avez manqué, sera en ligne jeudi soir. Voilà. Exactement. Donc, checkez ça sur la chaîne YouTube et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. On pourra commencer à débriefer les premiers matchs d'ailleurs de la March Madness, peut-être un petit peu. Il y a eu le First Four, faudrait que le calendrier, je l'ai pas en tête, mais oui, on donnera J'ai en tout cas découvert peut-être le programme. Ouais. qu'Alabama State avait un maillot absolument fantastique. Les Hornets d'Alabama State, je sais pas si tu as vu ça, ils ont un Ah maillot non, j'ai pas jaune. vu. Ils ont un maillot jaune que je trouve plutôt très Ah, réussi. c'était pas ironique ça, parce que je sais que parfois Ah non, non, je le trouve vraiment beau. Les Hornets, pourtant le maillot jaune, je suis pas toujours fan, mais là, celui-là, je l'ai trouvé cool. Ils ont gagné à la fin sur un espèce de truc assez incroyable. C'est pour ça que je suis tombé là-dessus. Allez, sur ce, on se retrouvera du coup demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée, à demain.